she's really dedicated. She has a specific organization dedicated to that topic. So of course to gender equality, because this topic is so fundamental in gender equality. So voilà, the floor is yours. Help us to understand and to know more about it. Juste ça marche. J'appuie là-dessus, là, c'est là. Là. Bon. Alors je vais parler en français, j'espère que c'est ok pour tout le monde. Ça va? Vous me dites s'il y a des difficultés. Je peux comprendre en anglais, mais c'est plus facile pour moi de parler en français. Alors, donc, je m'appelle Pascal et il y a 10 ans, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Équilibre et qui travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet vaste, c'est un sujet qui nous permet de parler de discrimination, de violence aussi, de sexisme en entreprise, qui nous permet de parler de parentalité bien sûr, de conciliation des temps de vie, et donc de traiter l'ensemble des thématiques que permet d'aborder le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour ça, on accompagne les entreprises en faisant soit des missions de conseil, où on va les faire réfléchir et cheminer avec eux sur ce fameux plafond de verre, sur les parois de verre aussi, sur le plancher de verre aussi pour les hommes, c'est-à-dire cette difficulté à pouvoir s'investir dans la sphère plus personnelle et familiale, on va en parler. On les accompagne à travers des missions de communication aussi, parce que c'est très important quand les entreprises s'engagent sur un sujet, de le faire savoir aussi à l'externe bien sûr, parce que c'est une histoire d'image employeur, mais aussi à l'interne, pour que les salariés soient déjà informés de ce que l'entreprise fait et puissent aussi s'approprier cette culture de l'égalité que l'entreprise met en place. Et puis on accompagne bien sûr les entreprises sur des missions de formation. Donc aujourd'hui je vais vous parler de parentalité. Alors la parentalité, il y a encore pas si longtemps, c'était soit un non-sujet, donc on n'en parlait pas, il y a quelques années encore, soit un sujet, on va dire, typiquement féminin. Et donc, on peut se demander pourquoi finalement on est passé d'un sujet de femmes, à un sujet de tous, femmes et hommes, et aussi un sujet qui concerne les salariés et les entreprises. Et donc, je vous propose d'y répondre en répondant à 4 questions. La première, c'est de savoir pourquoi finalement cette parentalité est entrée dans le monde de l'entreprise. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir quels sont les bénéfices pour les entreprises de s'investir dans la parentalité. La troisième question, c'est quelles sont les mesures, quelles sont les solutions qui sont proposées par les entreprises. Et donc là, je vous proposerai une sorte de mapping des meilleures pratiques qu'on peut trouver en entreprise. Et puis, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette parentalité qui s'est invitée en entreprise. Alors, il y a 3 raisons principales, on peut dire, qui permettent de comprendre pourquoi la parentalité s'est invitée en entreprise. La première, c'est la disparition de cette frontière entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Avant, on va dire, peut-être de nos parents, de nos grands-parents, c'était des sphères qui étaient très hermétiques, et puis les modes de vie, les nouvelles technologies bien évidemment, ont rendu de plus en plus friables les sphères entre les deux, et donc d'un schéma qui était parallèle, on est venu à une gestion qui est vraiment entremêlée entre les deux sphères. Et il y a une expression d'un sociologue qui s'appelle Michel Boson, qui je trouve résume bien ça, dit que le professionnel empiète et que le personnel déborde. Donc ça, c'est la première raison qui explique que, effectivement, la parentalité, à un moment, est entrée en entreprise. Il n'y a plus de frontières entre les deux sphères. La deuxième raison, je passerai très rapidement dessus, c'est que les entreprises, en fait, ont été incitées à s'emparer de ce sujet. Alors, particulièrement en France, on est sur un modèle d'État-providence. L'État français, en fait, s'est trouvé confronté à un problème de déficit de places en crèche et à l'impossibilité financière, logistique de pouvoir y répondre. Et donc, ils ont mis en place des mesures incitatives, comme le crédit impôt famille, qui permettent aux entreprises de pouvoir s'investir sur le sujet de la parentalité. C'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de crèches d'entreprises, notamment, ce ne sont pas les seules solutions, qui ont été développées. Et donc, les entreprises se sont emparées du sujet. Et puis, la troisième explication qui permet de comprendre pourquoi la parentalité s'est invitée en entreprise, c'est que, finalement, les salariés parents sont devenus des salariés exigeants sur ce sujet. C'est-à-dire que tous les baromètres, tous les sondages qui sont faits, aujourd'hui s'adressent aussi aux salariés parents. C'est-à-dire que c'est plus un sujet d'experts seulement, c'est aussi un sujet qui va rentrer auprès des salariés parce qu'on va les interroger justement sur
la façon dont ils concilient leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et donc, ils ont des exigences aujourd'hui qu'ils expliquent. Je vous donnerai juste 4 chiffres. Il y a 6 salariés sur 10 qui pensent que l'employeur doit jouer un rôle dans la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Il y a 97% des salariés parents qui considèrent que cette conciliation est un enjeu majeur. Il y a 99% des salariés, ça c'est un sondage assez récent qui a été fait par l'ANACT, 99% des salariés qui considèrent que la conciliation vie pro-vie perso est importante pour le bien-être des personnes, et même essentielle à 75% d'entre eux. C'est vraiment un sujet important. Et puis, cette conciliation vie professionnelle, vie personnelle, c'est pas que la vie familiale, c'est justement la vie personnelle. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire que, bien sûr que les salariés parents sont particulièrement concernés par le sujet, mais c'est aussi un sujet qui va concerner tous les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail et qui, eux aussi, ont des exigences en termes de conciliation. Puisque dans l'étude Universum, c'est l'objectif numéro 1 pour les jeunes salariés qui arrivent sur le marché du travail. Donc c'est un vrai sujet dont les salariés et les salariés parents aussi en particulier s'emparent. Donc ça, ce sont les 3 explications. La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est de se dire quels sont les bénéfices pour les entreprises. Pourquoi finalement elles ont intérêt à s'emparer de ce sujet de la parentalité et plus généralement de la conciliation. Alors le premier bénéfice, c'est d'agir, de se mobiliser sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors le rapport entre la parentalité, la conciliation et l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a tout un tas de choses à dire et je pense que vous en parlerez certainement. Je citerai deux thématiques, 2 chiffres clés importants. Le premier, c'est le temps partiel. En France, le temps partiel, c'est 30% des femmes qui travaillent à temps partiel, contre eux à peu près 7% d'hommes. Je pense que c'est un peu plus en Belgique, c'est ça, j'avais 45 en tête. Voilà. Alors le temps partiel, pourquoi c'est un enjeu d'égalité femmes-hommes? C'est que finalement, dans ce temps partiel, il y a l'histoire de se dire est-ce que c'est choisi, est-ce que c'est subi. Alors, dans le temps partiel subi, on peut se dire que voilà, les personnes souhaiteraient travailler à temps plein, mais dans le temps partiel choisi, on peut regarder précisément pourquoi on choisit le temps partiel. Et les raisons pour lesquelles donc, les femmes essentiellement choisissent le temps partiel, c'est justement pour pouvoir prendre en charge la famille. Alors la famille au sens large, j'y reviendrai plus tard, c'est les enfants bien évidemment, mais ce sont aussi les parents vieillissants et dépendants, et ça c'est un vrai sujet de parentalité aujourd'hui. Et donc, dans ce temps partiel, on est encore dans une répartition quand même assez traditionnelle des rôles dévolus aux femmes et aux hommes, et où ce temps partiel, en fait, c'est vraiment la variable d'ajustement pour la prise en charge familiale. Et cette variable d'ajustement, ce sont les femmes qui le prennent en charge. Alors, le temps partiel, le lien avec l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est que ensuite, en termes de différence de salaire, l'impact il est considérable. Ce n'est pas la seule explication des différences de salaire, mais ce temps partiel contribue fortement aux différences salariales entre les femmes et les hommes. Ça, c'est le premier chiffre qu'on peut mobiliser. Le deuxième chiffre qu'on va mobiliser, c'est cette fameuse répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes. Alors c'est vrai que ça bouge, c'est vrai qu'il y a des nouveaux pères qui vont être impliqués, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de personnes, et les études le montrent, comme celle que vous avez faite, d'hommes qui effectivement vont s'impliquer plus sur la sphère privée, la sphère familiale. Mais les chiffres, ils sont un peu têtus quand même, et quand on regarde les chiffres qui sont produits par l'INSEE, donc voilà, qui sont difficilement contestables, la différence de temps par semaine entre les femmes et les hommes en France sur ces tâches domestiques, c'est 10 heures. 10 heures de plus effectuées par les femmes toutes les semaines. 10 heures de plus, c'est 40 heures par mois. D'accord? Donc, si les femmes sont investies davantage et de cette façon-là sur les tâches domestiques et familiales, nécessairement, la carrière professionnelle va en subir les conséquences. Et sur ce point-là, les entreprises peuvent faire beaucoup pour justement déconstruire les stéréotypes qui font qu'on va être encore là dans une répartition quand même assez traditionnelle du rôle dévolu aux femmes et aux hommes. Alors, déconstruire les stéréotypes pour les entreprises, ça veut dire de ne peut-être plus voir les femmes comme des agents à risque,
avec ce que nous on appelle le délit de grossesse, et ça existe encore de façon assez forte dans certaines entreprises, mais c'est aussi porter un autre regard sur la parentalité masculine. Alors nous on a fait une étude il y a quelques années, qui était une étude de grande ampleur, auprès de 37 000 salariés. Il y a eu plus de 10 entreprises mobilisées, qui portait justement sur la parentalité masculine. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre de façon assez implacable que la parentalité, c'est un événement qui finalement va être assez peu impactant pour les carrières masculines, alors que c'est un vrai bouleversement dans les carrières féminines. Donc si on regarde les chiffres, l'impact de l'arrivée d'un enfant pour les hommes, c'est à 55% d'aménager les horaires de travail, mais aménager les horaires de travail signifie dans assez peu de cas passer à temps partiel. C'est une flexibilité plus qu'un passage à temps partiel. C'est 24% freiner l'ambition professionnelle et 23% donc diminuer le temps de travail. Alors que pour les femmes, aménager les horaires de travail, c'est 72% des femmes, 59% vont freiner leurs ambitions professionnelles et 52% vont diminuer leur temps de travail. Et donc, on voit bien ici que les hommes, en fait, ne se sont pas encore vraiment emparés du sujet de la parentalité en entreprise. Alors là, c'est les chiffres, donc l'étude est assez complète et je l'avais envoyée, enfin voilà, vous pourrez la trouver assez facilement. Mais pourquoi les hommes, en fait, ne se sont pas encore emparés du sujet? Il y a 44% qui n'en ont pas ressenti le besoin ou qui estiment que ce n'est pas le rôle de l'entreprise et 25% qui ne s'y sentent pas autorisés. Et quand le sujet est abordé dans les entreprises, ils sont une grande majorité à dire que finalement, c'est un impact qui est réellement positif. Donc, cet inégal partage des tâches ménagères et ce temps partiel des femmes, c'est vraiment le noyau dur de l'égalité professionnelle. Et donc, agir sur la parentalité et agir sur cette conciliation vie pro, vie perso, ça permet pour les entreprises vraiment de mettre en place une culture de l'égalité et de faire bouger les lignes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est, on va dire, le premier bénéfice pour les entreprises. Il y en a d'autres. Je passe très rapidement. Il y a évidemment tout ce qui concerne la santé au travail, mais ça, on pourra en parler après. Mais simplement, l'autre bénéfice, de façon assez rapide, c'est un enjeu de performance économique. Il y a 3 items qui permettent de dire que c'est un enjeu de performance économique. Le premier, c'est qu'on sait que ça réduit l'absentéisme. Je pourrais y revenir après, mais dans ce qu'on appelle le petit absentéisme, toutes les causes de petit absentéisme, c'est faire des démarches administratives, emmener son enfant chez le médecin, etc. Donc, à partir du moment où on met en place des mesures qui permettent d'éviter ce petit absentéisme, bah, nécessairement, on a un bénéfice pour l'entreprise. La deuxième raison, c'est fidéliser les talents. On garde les meilleurs. Et puis la troisième raison, c'est qu'on va attirer aussi les jeunes talents. Je le disais tout à l'heure, quand on sonde les jeunes diplômés, c'est vraiment un sujet qui pour eux est prioritaire. Alors maintenant, on va regarder ce que les entreprises concrètement mettent en place. Maintenant qu'on sait pourquoi elles y sont allées et quels sont les bénéfices pour les entreprises à s'investir sur le sujet de la parentalité et plus généralement de la conciliation, on va regarder ce qu'elles font concrètement. Il y a 3 typologies de mesures. Il y a les services et les prestations financières, tout ce qui concerne l'organisation du travail dans l'espace et dans le temps, et puis le système de management et la culture d'entreprise. Et en France, en tout cas, il y a une grande étude qui s'appelle Employeurs et famille. Et dans cette grande étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui est le plus plébiscité par les salariés, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'organisation du travail et la flexibilité. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, j'ai fait un mapping, alors absolument pas exhaustif, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent exister en entreprise, mais un mapping de mesures qui sont intéressantes, connues, moins connues. Et dans le mapping, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc des axes où on va des mesures les plus traditionnelles aux mesures les plus innovantes, et puis, parce que c'est un sujet qui est important en entreprise, c'est de savoir si ces mesures sont onéreuses ou pas onéreuses. Je pense qu'après, vous ferez diffuser le PowerPoint, donc vous pourrez retrouver tout ça. Ce
Ce qu'on peut regarder, si ça vous va, c'est plutôt ce qu'il y a du côté innovant. On va dire que du côté traditionnel, je pense que les uns et les autres, vous connaissez à peu près tout ce qui peut exister, tout ce qui se fait. Mais on peut regarder plutôt du côté innovant ce qui est proposé par les entreprises. Alors sur les services et les prestations financières, donc la première catégorie de mesures, il y a par exemple l'accueil de loisirs temporaires. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une entreprise qui a mis à disposition des locaux pendant les vacances. Alors je ne sais pas en Belgique, mais nous en France on a 18 semaines de vacances. Et donc chaque vacances scolaires, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? C'est juste un cauchemar. Donc pour les enfants de 6 à 11 ans, cette entreprise a mis à disposition des salles pour accueillir pendant l'été les enfants des collaborateurs. On a aussi sur vraiment la parentalité une entreprise qui est Ersanio qui met à disposition 2 jours par mois un pédiatre. Et donc les jeunes parents, père et mère bien évidemment, peuvent venir consulter ce pédiatre et poser des questions qui n'ont pas le temps peut-être de se poser en dehors du travail. La troisième mesure, c'est le capital horaire garde d'enfants d'urgence. Donc ça, on va dire que ce n'est pas extrêmement innovant. Ce qui est, on va dire peut-être un petit peu plus innovant, c'est le fait de systématiser ce côté garde d'urgence, c'est-à-dire de proposer 12 heures par enfant et par an de service auprès d'une entreprise spécialisée, donc rassurante pour les parents, parce que dans le côté garde d'urgence, on n'est jamais très sûr sur qui on va tomber. Donc ils ont trouvé et identifié un prestataire et jusqu'à 12 heures par an, chaque salarié peut bénéficier de ce capital garde d'enfants d'urgence. Et puis dans les mesures innovantes aussi, une plateforme qui s'appelle Vipro Viperso qui propose des informations, des outils et des services d'assistance personnalisée où les salariés en fait vont pouvoir retrouver toutes les informations sur comment faire garder mon enfant, à qui je m'adresse, sur les parents dépendants aussi, et pouvoir aussi appeler une plateforme téléphonique avec des assistants sociaux, des médecins, des infirmiers, des infirmières qui vont pouvoir répondre à leurs questions sur tous ces sujets de conciliation vie-pro-vie perso. Il y a une mesure que je n'ai pas mise là, mais que je trouve intéressante par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le congé de l'aidant familial. C'est-à-dire que c'est Casino qui fait ça, jusqu'à 180 jours par an, un salarié peut avoir le maintien de son salaire grâce à des dons, on va dire, de collaborateurs sous forme de RTT et de congés, quand ce salarié est en situation difficile, d'aidant familial, c'est-à-dire d'être obligé de s'occuper d'un parent dépendant. Et donc, c'est un système de solidarité de congés qui permet aux salariés de pouvoir avoir un maintien de son salaire et de pouvoir s'occuper du parent dépendant. Sur l'évolution et l'organisation du travail, donc le deuxième item, alors mercredi père et mère de famille, donc ça c'est L'Oréal, donc pour la petite histoire, avant de s'appeler mercredi père et mère de famille, ça s'appelait mercredi mère de famille. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, oups, il y a peut-être un problème, les pères aussi peuvent en bénéficier. Et donc, c'est 1 à 4 mercredis par mois jusqu'aux 12 ans de l'enfant, dont le salarié ou la salariée peut bénéficier. Alors, le programme Parcours Choisi, ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. C'est Deloitte qui fait ça. Et c'est intéressant parce que c'est un programme qui permet en fait de moduler sa carrière de façon régulière. Tous les ans, en fait, le salarié a la possibilité de dire cette année, je choisis de m'investir un peu plus, un peu moins, etc. en fonction de 4 critères. C'est le niveau d'exposition aux sollicitations des clients, la complexité des missions, le temps de travail et la flexibilité et la mobilité géographique. Et ce que je trouve intéressant dans cette mesure, c'est finalement de changer un peu la façon qu'on a de voir les carrières, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un modèle uniquement ascensionnel, et on sait que ce modèle ascensionnel il pénalise les femmes, parce qu'il y a des interruptions de carrière, du fait des grossesses, etc., et de tout ce dont on a parlé. Mais on est sur une vision, on va dire, de la carrière qui est plus en forme de trail, où on peut avoir des moments où on est un peu moins mobilisé, des moments où on est beaucoup plus mobilisé, et donc ce système de parcours choisi permet justement d'accompagner les hommes et les femmes sur ces changements de rythme dans une carrière. Il y a, alors la semaine compressée, je crois que c'est Fizer, c'est ça qui parlait, j'ai cru entendre la semaine compressée. Oui.
c'est pas très répandu et je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Chez nous, c'est juste juillet-août. Et en fait, si on travaille par jour une demi-heure de plus, le vendredi après-midi, on est libre. Oui. Alors, et c'est tenu dans notre time plan en fait. On choisit une semaine, on doit juste rentrer une semaine en avance et on va faire un temps compressé ou pas. De même, pour le flex time, c'est aussi payé à le time planner, tout est bien suivi, bien aligné, mais c'est très apprécié. Voilà, comme je disais tout à l'heure, cette organisation, cette flexibilité du travail, ça fait vraiment partie des éléments les plus importants pour les salariés. Et là, la semaine compressée, c'est un peu la même idée, mais ça a été pensé. Et je trouve que c'est sympa à l'origine pour les parents qui sont en garde alternée avec les enfants, donc les parents divorcés, et donc de laisser la possibilité aux parents, la semaine où il a l'enfant, de rentrer plus tôt, travailler moins, etc., et la semaine où il n'a pas l'enfant, de pouvoir travailler sur des horaires étendus. Et ce système-là, qui ne coûte rien, voilà, qui nécessite un peu d'organisation mais qui ne coûte rien, change juste la vie du salarié ou de la salariée qui justement ne va pas être en train de courir tout le temps. Une autre idée sur les flex coupons, alors ça je l'ai vu qu'aux États-Unis, je l'ai repéré dans un benchmark international, c'est la possibilité de fragmenter ses congés. C'est-à-dire que si on doit aller chez le médecin ou autre, au lieu d'être obligé de poser une demi-journée ou une journée complète, on peut avoir un système de 2 heures où finalement on n'est pas obligé de prendre toute sa journée. Ça existe en Belgique aussi. Alors voilà, vous me direz, il y a des entreprises avant, par exemple, qui prendre des heures. Ah ben voilà, super. En France, je ne l'ai pas trouvé, mais voilà, je trouve que c'est assez malin parce que voilà, ça participe justement à cette flexibilité. Et quand vous combinez ça en plus avec le fait de pouvoir travailler de chez soi, oui. Problème, parce que c'est vrai que ça permet aussi plus facilement de faire le télétravail, on sent que ça monte de plus en plus. Oui, complètement. Le télétravail permet effectivement ça, mais pour des salariés qui n'ont pas la possibilité, parce que ça peut arriver quand on est en contact avec du public ou autre, d'être sur du télétravail, c'est un système qui peut être intéressant aussi. Dernière catégorie de mesures innovantes sur la culture d'entreprise, on va dire de façon plus générale. Alors, c'est la fermeture des bureaux à des heures un peu fixes et imposées. Alors ça, c'est Shiseido qui a mis ça en place parce que là, on est sur une culture extrêmement présentéiste avec des horaires très élargis. Et donc, ils ont décidé, alors je ne sais plus très bien quelle heure, je pense que c'est assez tard pour nous, mais c'est en 20h ou 22h, mais quand même, à un moment de dire, on coupe l'électricité, on arrête, etc. Et je crois que c'est Jean-Michel Monod qui racontait ça sur l'entreprise Sodexo. En Espagne, il racontait donc il y avait une femme qui avait pris la direction d'un centre Sodexo, et en Espagne, la difficulté qu'il y a sur les horaires, c'est qu'ils ont le côté un peu déjeuner à rallonge, sieste, etc. Et du coup, le temps en milieu de journée était très long, le temps de pause était très long, et du coup, bien évidemment, ils finissaient hyper tard. Elle a complètement changé la façon de travailler en fermant les bureaux à partir de, je ne sais plus si c'était 18h ou 19h, mais du coup ça a permis à tout le monde de se recaler et de modifier effectivement cette façon de travailler, cette culture d'entreprise. Le présentéisme, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais c'est un sujet intéressant parce que maintenant on sait que ça coûte cher aussi aux entreprises, le présentéisme. On peut avoir des référents bien-être au travail. On connaît les référents égalité, on connaît les référents diversité. Un référent bien-être au travail, c'est aussi un message donné par l'entreprise que voilà, le work-life balance, le bien-être, est un sujet à part entière sur lequel l'entreprise peut s'investir. Et puis dernière chose, la charte de la parentalité, je pense que vous ne l'avez pas en Belgique, en France c'est hyper connu, mais ça a permis quand même, même si c'est plus des intentions que des actes, ça permet quand même de faire exister le sujet, de dire à une entreprise qu'elle va se mobiliser, et souvent, le fait de signer cette charte implique quand même que l'entreprise est un peu obligée ensuite de mettre des mesures en place. Dernière chose, c'est la charte de la monoparentalité. Ça, il y a pas mal d'entreprises qui l'ont fait, Randstad, Ikea, etc. Là aussi, c'est assez innovant parce que la monoparentalité, c'est un sujet important comme celui de la prise en charge des parents dépendants parce que la précarité est plus forte
sur les parents qui sont en situation monoparentale et ce sont essentiellement des femmes qui sont en situation de monoparentalité. Donc les entreprises qui font en sorte de prendre en compte cette dimension-là sont des entreprises qui ont un petit peu d'avance. Alors, quatrième question, finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces mesures et de la façon dont les entreprises, effectivement, vont mettre en place la parentalité. Deux petites choses. Ce qu'on va constater, et c'est intéressant par rapport justement à la culture d'entreprise et aux stéréotypes, c'est qu'au-delà des différences qu'on peut voir entre les entreprises, parce que ce sont des entreprises différentes, de tailles différentes, etc., c'est qu'il y a un inégal accès à ces mesures au sein d'un même établissement. Et cet inégal accès, il s'explique de deux façons. D'abord parce qu'il peut y avoir un traitement différencié entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que ça peut être plus facile pour une femme de demander à partir plutôt, etc., que pour un homme. Et aussi parce que les hommes, finalement, ils ont moins recours aux mesures qui existent. Soit parce qu'ils ne connaissent pas les mesures, donc ça vaut toujours le coup de communiquer au sein de l'entreprise auprès des femmes et auprès des hommes, soit parce qu'ils délèguent les tâches à leur conjoint ou à leur conjointe, soit parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à le faire au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, cet inégal accès aux mesures qui sont proposées, il est constaté. Dernière chose, tout ce qu'on vient de voir, toutes ces mesures parentalité, work-life balance, etc., elles nécessitent, pour qu'elles puissent être facteurs de succès, de s'affranchir des stéréotypes. Ça veut dire que ces mesures, elles doivent s'adresser aux mères, mais aussi aux pères, c'est-à-dire que les entreprises soient sur une vision d'une parentalité qui est neutre, et pas sur soit un début de grossesse, soit une difficulté à reconnaître aux hommes cette possibilité d'investir la sphère familiale ou personnelle. Ça veut dire que ces mesures, elles doivent s'adresser aux parents, mais aussi aux salariés. Comme je disais, bien sûr, il y a la conciliation vie professionnelle, vie familiale, mais il y a aussi la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. On peut ne pas être parent et avoir cependant envie ou besoin de s'investir dans une sphère personnelle. Il faut aussi que ces mesures s'adressent aux familles classiques, mais aussi aux familles monoparentales, homoparentales, recomposées. Voilà, le modèle familial, il évolue et l'entreprise, elle doit accompagner ces évolutions. Et puis, il faut aussi que ces mesures, elles s'adressent aux salariés, femmes et hommes, dont les parents sont dépendants. Je pense qu'un des enjeux de la parentalité, maintenant qu'on a quand même bien avancé sur le fait que ça devait être un sujet partagé par les femmes et par les hommes, c'est d'avoir une vision à 360 de cette parentalité, où certes on prend en compte la nécessité de proposer des mesures pour s'occuper des enfants, mais aussi pour s'occuper des parents dépendants, parce que ce sujet des parents dépendants est un sujet grandissant et que ce sont, là encore et de nouveau, les femmes qui en majorité s'occupent des parents dépendants. Donc je pense que là, moi, j'ai vu très peu de choses avec les entreprises avec lesquelles je travaille sur le sujet. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, pour être un peu en avance sur son temps sur le sujet, ça vaut le coup d'investir le sujet de la parentalité à 360. Voilà. Merci. Ma question. Merci, oui. Merci Pascal. Oui, on va échanger après la question, etc. So, Ilse,